Un Cédric un peu dissipé aujourd'hui, ne loupez pas sa news de fin sur l'âge de la première roue. Cédric archéologue. Ah ouais, Cédric archéologue. Mais venez débattre de tout cela. News principale, Nissan dans le dur, comme les chiffres viennent d'être publiés parce qu'ils ont clos leur exercice à fin mars. Nissan dans le rouge, on en parle. Tu nous parles d'onduleur chez BMW. Tout à fait. On va nous parler de Volvo X30, du salon de Shanghai. Plein de petites news, petits commentaires de soutien. C'est vachement dense ce qu'on raconte. Hein. Ouais. Dissipé mais dense. Exactement. Le petit pouce bleu de soutien. Bonne vidéo. À tout de suite. On y va. Nissan dans le rouge. Alors, on va vous détailler les résultats de Nissan. Dans le vin rouge. Ouais, pas dans le coca, mais dans le rouge. Ils se lancent dans la vinification. On vous parle des résultats de Nissan 2024-2025. Pourquoi? Parce que les Japonais sont en rythme décalé. Donc, leur chiffre d'affaires. Je crois. Exactement. Ça clôture à fin mars. En gros, mauvaise surprise. Tous les analystes attendaient une perte de 500 millions, ce qui est une perte importante. Je parle en euros. Ils ont en fait perdu 4,6 milliards d'euros. 4,6 milliards. Ce sont des chiffres de pertes qu'on voyait pendant le Covid, où le marché mondial était à l'arrêt. Donc c'est 9 fois plus que les estimés. Donc c'est énorme. C'est énorme, il n'y a pas eu de profit warning, il n'y a pas eu de... L'action, je vous en parlais, a fortement baissé. C'est inquiétant. Oui, il faut quand même tempérer. En fait, les ventes sont qu'en baisse que de 4%. Donc ils ont vendu 3,3 millions de voitures. Si vous voulez un comparatif, par exemple Renault, qui est le plus gros vendeur en France, mais qui n'est pas le plus gros groupe français, c'est Stellantis, ils ont vendu 2,3 millions de voitures. Donc c'est 1 million de plus. Donc c'est une volumétrie, ok, très bien. Nissan en bourse, c'est 8 milliards. Renault, qui vend 1 million de voitures en moins, c'est 14 milliards. Donc c'est quand même Nissan qui était longtemps pour parler, pour fusionner avec Honda. Ça ne s'est pas fait. Donc Nissan est dans une... Alors les inquiétudes autour de la santé de Nissan ne datent pas de maintenant. Oui, mais là en fait, la perte est beaucoup plus importante parce qu'ils ont dû faire énormément de dépréciation d'actifs. Ils ont dû fermer des lignes d'assemblage, donc en clair des usines. Et ils ont un plan de licenciement de 9000 personnes. Donc en fait, tout ne vient pas que de l'opérationnel. Il y a aussi comptablement des dépréciations que tu vas faire, mais en tous les cas, Nissan va plutôt mal. Et un peu comme tous les constructeurs, on vous parle chaque semaine, c'est en gros quand tu es un constructeur mondial, nous Renault par exemple est assez peu exposé au marché aux États-Unis, assez peu exposé à la Chine. La majorité des gros constructeurs en général, ils sont présents en Amérique du Nord, ils sont présents en Chine. Et en fait, la Chine est en train de pousser tous les constructeurs occidentaux en dehors de leur terre. Parce qu'avant, il y a 20 ans, c'était 80% de voitures occidentales, 20% de voitures chinoises. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 20% de voitures occidentales, 80% de voitures chinoises. Donc, mine de rien, quand le plus gros marché se met à te chasser, tu es dans le dur. Et pareil, les USA avec les droits de douane, ça leur fait pas du bien. Ça leur fait pas du bien. En France, Nissan est pas si mal que ça. Est-ce que c'est parce que d'ailleurs, ils font beaucoup de promotions? Oui, il y a beaucoup. Enfin, ils ont le Qashqai qui est un produit qui est très fort, qui est maintenant qui est un produit qui est un classique, quoi, un peu comme limite comme une Golf, qui est un SUV du bon gabarit, qui est dispo en hybride non rechargeable, donc voiture qui est simple à utiliser et fiscalement pertinente. Ils font des bonnes remises, donc en tout cas en France pour les pros, ça reste une marque qui est présente. Nissan, le Qashqai l'année dernière, c'était 13 000 ventes, donc c'est plutôt pas mal. Pour vous donner un repère, en 2022, le Qashqai, c'est 3200 ventes. Donc, mine de rien, ils ont quand même redressé ils ont redressé la baraque. Ils sont en recherche d'alliances plus fortes, oui. Ils sont en vente, ils ont les solutions. En vente, ils étaient fortement en discussion avec Honda, plus que fortement, donc forcément, quand ça va pas, ils sont ouverts. Mais ça inquiète aussi un peu Renault, parce que Renault aimerait sortir... L'alliance existe encore. L'alliance existe encore, même si elle est plus faible qu'avant. Renault aimerait sortir de ses parts, mais est un constructeur qui est moins valorisé que Renault, alors qu'il vend 1 million de plus, il vend un tiers de voitures en plus. Donc Renault aimerait redresser l'ensemble, donc c'est un peu compliqué. Et ils ont un peu loupé le train aussi de l'électrification. Alors mine de rien, l'électrification va moins vite qu'avant. Tout en étant avec la Leaf pionnier. Oui, exactement. C'est assez drôle, hein, pareil, le Qashqai, etc. Ils ont quand même pas mal de voitures. C'est eux qui ont lancé la mode, parce que le Qashqai est sorti, je crois que c'était en 2006.
ouais, je crois que c'était 2006, c'était la première fois qu'il y avait finalement une alternative à la compacte type Golf qui était un SUV. Et en fait, ils ont lancé cette catégorie qui est maintenant la catégorie reine. Le sponsor de cette vidéo, on remercie Ovoco. Messieurs Ovoco, j'espère que vous connaissez. Évidemment, J'espère depuis que le vous allez cliquer sur le lien. Oh, merci Jean aussi quand même. Ovoco, Jean qui adore commander des pare-chocs de Dacia Sandero et qui hésite à changer dans sa décoration de salon le pare-choc de Dacia Sandero par le Dacia Jogger. Ovoco, c'est quoi? Ça vous permet d'acheter des pièces d'occasion. En fait, on appelle en anglais une marketplace, une place de marché. Ils agrègent 5000 casse-garages qui vendent des pièces d'occasion. Ils ont un peu moins de 20 millions de pièces d'occasion. Donc quand vous cherchez une pièce, ils vous assurent, que le paiement sera remboursé si vous avez un souci, que ça sera envoyé dans un bon délai, et la qualité aussi des gens qui vous envoient les pièces. C'est-à-dire que chaque point de vente est noté, ce qui est plutôt pas mal. Et on a en plus en ce moment un code de réduction qui sera limité dans le temps. Vous avez 15% de réduction avec le code sans borne sur l'envoi de vos pièces. Non mais on réalise pas, mais c'est un boulot de dingue en fait ce que fait Ovoco. Quand tu as c'est- 20 millions de références, quand tu livres partout comme ça, c'est considérable en fait. Au-delà de nous du sponsoring, où on est très content parce qu'une chaîne a besoin d'avoir des sponsors, sinon tu n'existes pas. Moi j'ai fait un call avec le numéro 2 de la boîte. Honnêtement, ils sont 250. Ça marche plutôt bien. C'est des Ça- boîtes énormes. en fait. Ça avance, c'est plutôt. Et en plus, ils nous ont signé quasiment jusqu'à la fin de l'année. Donc, même eux, ils disent on est très content de bosser avec vous. Donc, vous avez le lien en description. Eux, ils monitorent s'ils sont contents de bosser avec nous, si vous allez découvrir via ce lien. Donc, même si vous n'avez rien à commander, allez regarder sur ce lien pour découvrir. C'est toujours bien. On enchaîne cool chaîne, comme on dit. Vive Ovoco. On parlait de Nissan, on parle de l'Asie, on parle du salon de Shanghai qui est en train de s'imposer, en tout cas cette édition 2025 qui vient de fermer ses portes, comme the place to be pour l'industrie automobile. Différents enseignements à retenir. Manifeste. Alors ça, je le reprends d'observateurs en fait à Shanghai qui sont déplacés. Des petits observateurs ou pas De petits Vous observateurs avez sans dit doute, mais notamment de François Roudier, Ah oui, qui est un ancien du PFA. Exactement. Et qui est un expert automobile et un fin connaisseur de l'industrie automobile. Et ses enseignements sont les suivants. Adoption universelle des véhicules électriques. Pour lui, ça y est, c'est la voie et c'est réglé. Des intérieurs de plus en plus haut de gamme. Il dit la Chine, donc ce sont les enseignements qu'il tire en regardant justement l'ensemble des voitures exposées. Intérieur haut de gamme, et ça aussi, c'est la tendance. Et il n'y aura probablement plus de retour en arrière. Des designs aussi minimalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est la fin des boutons et chacun va se distinguer avec un design et un dessin différents, mais autour d'un seul écran. C'est un peu comme, tu sais, le design aérien. Donc tu peux avoir différents cockpits avec différentes ambiances, mais globalement, c'est que des écrans. Ce qui est marrant, c'est que ça semble quand même un peu à l'opposé du goût actuel européen. Alors, le goût, pas tellement en fait, pas tellement. Donc, quand tu regardes ce que les Européens sont en train d'exposer là-bas, des innovations de fou, notamment sur la voiture autonome. Alors la voiture autonome, c'est celle qui se conduit toute seule. Le renouvellement aussi ultra rapide des modèles. Le cycle de renouvellement est de 18 mois en Chine. 18 mois. C'est dur d'amortir. Ben, en fait, si, ils y arrivent. C'est-à-dire qu'ils vont Après, tellement ils ont vite. tel volume aussi, ils ont un marché intérieur qui est tellement vaste. Les plateformes, et puis surtout ils commercialisent dans le monde entier. Enfin, et lui dit, bon ben voilà, il va falloir absolument aussi que sur les ADAS, ils ont un tel niveau, les ADAS ce sont les fameuses aides à la conduite. qui sont en standard mais à des niveaux extraordinaires dès les modèles à 10 000 $. C'est, je veux dire, le marché chinois, on ne réalise pas, et j'en ai parlé aussi hier au téléphone avec ceux qui ont pu y aller, on ne réalise pas le prix des voitures chinoises est très faible et la dotation en équipement est très élevée. Et je pense qu'aujourd'hui, on est totalement déclassé. En fait, on se réveille trop tard et ça fait peur. Moi, c'est l'impression. Alors, nuancé, hein, mais... Moi, j'ai deux bémols, c'est que c'est effectivement, je trouve qu'il y a un décalage entre les voitures qu'on voit chez eux, dont on parle chez eux, et les voitures qu'aujourd'hui ils proposent en Europe. C'est-à-dire que les voitures, si tu vois la gamme BYD par exemple, qui est un peu leur constructeur phare, les voitures elles sont tout à fait bien, elles ne sont pas au niveau. En revanche, elles ne mettent pas une claque du tout aux voitures européennes, ni en termes de prix, ni en termes de prestations. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que sur le prix des voitures, c'est des voitures qui sont abondamment subventionnées finalement. Parce que voilà, c'est une industrie qui est très aidée.
Donc voilà, quel est l'impact finalement des aides publiques dans le prix réel des voitures? C'est une info à mon avis à prendre en compte. Le salon a quand même donné l'impression, même si j'ai suivi d'un peu loin, d'un énorme fossé entre l'Europe et l'Asie. C'est-à-dire il paraît avoir. Moi, je suis ni. J'ai un peu d'aller en Chine. J'ai un peu une vision un peu vieille école. Moi, j'aime bien encore les boutons, machin. Je le reconnais parfaitement. Et pourtant, je suis quelqu'un. Moi, je suis geek de base. Mais dans une voiture, j'ai une vision. On met de côté tous nos goûts et couleurs. Voilà. Je suis pas en train de. Mon but, c'est de dire, je suis pas spécialement pro Chine du tout. Mais tu vois, tu as l'impression qu'ils ont 10-15 ans d'avance. Mais déjà, la taille. Pas sur ce qu'il y a chez nous. Les voitures chinoises, ça, je suis d'accord. Non, mais là-bas, sur le salon, je parle. Mais pourquoi est-ce qu'ils les inventent? Parce que les voitures chinoises, moi je suis d'accord que l'image ancienne des voitures chinoises qui disent en gros c'est du low cost, ils copient, c'est nul. Ça, c'est pas vrai. Les voitures chinoises, effectivement, elles sont parfaitement au niveau du marché. Les produits ils sont tout à fait bien. C'est tout à fait comparable à ce que propose l'Europe. Donc il n'y a pas du tout de retard technologique entre les produits chinois et les produits européens. En revanche, je trouve que le constat de force ou le constat de faiblesse qu'on a en regardant ce qui se fait en Chine et les modèles qui proposent en Chine, c'est le cas de la Xiaomi par exemple, qui est censée en gros être comme une Taycan et 2 fois moins cher. Je trouve que ces voitures-là qui seraient censées balayer la concurrence européenne, elles ne sont pas chez nous. Et je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas chez nous, parce qu'il y a, c'est un peu dommage. Quand tu regardes les ventes de BYD, c'est Pouillem. BYD qui est le plus fort en Chine, en France ou en Europe, c'est des Pouillem. Donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi finalement il y a un tel écart entre la force supposée des constructeurs chinois, en tout cas ce qu'ils nous montrent sur le marché intérieur, et l'offre qu'on a effectivement en Europe. Parce que je comprends, si tu as les meilleurs produits de tout le monde, il n'y a aucune raison que tu les gardes pour ton marché intérieur. Ils vont arriver et puis tout ça est très très récent en fait. Tu vois, il y a un nombre colossal de constructeurs chinois. Au salon de Shanghai, c'était je crois plus de 10 halls, donc c'était énorme. Tu avais je crois plus de 1000 exposants, tu as 160 constructeurs chinois, tu as Audi d'une certaine marque, Audi avec les anneaux, Audi en lettres qui sont en fait 2 marques différentes. Audi avait je crois 2 stands. Volkswagen, pareil, a sorti des modèles seulement pour le marché chinois. Et Volkswagen y a exposé une sorte d'offensive 100% électrique, unique dans l'histoire du groupe. Ouais. Avec justement des propositions en disant, tu as l'impression même pour Volkswagen, qui est dans des difficultés économiques qu'on connaît, qu'on commande presque chaque semaine, il s'est dit, mais c'est l'Empire doit contre-attaquer. C'est-à-dire que là, il faut absolument balancer du très lourd. Et le plus lourd de leur histoire, ils le balancent à Shanghai. Donc tu t'aperçois, une chose aussi, la Chine va passer 25 millions de voitures 100% électriques sur son propre marché. Ce qui est dingue. Ce qui est complètement fou, il y a 80 millions de voitures par an produites sur la planète. Il y a 25 millions qui sont déjà en Chine. Et l'avance qu'ils sont en train de prendre, c'est pas pour enfoncer le clou, je ne suis pas pro-chinois, c'est juste pour constater. C'est la carte du parti. Alors là, le jour où je suis communiste, les gars, tu vois. Mais non, mais voilà. Et pour notre industrie, pour l'industrie européenne, il faut être vigilant, quoi. Jean, une petite news. Alors moi c'est la joie du direct, c'est des dates de tournage, mais en fait l'émission elle va être diffusée demain. Et donc aujourd'hui on n'a pas les chiffres. Aujourd'hui on n'a pas les chiffres du mois d'avril. On peut quand même faire quelques pronostics. Globalement ils seront sans doute très mauvais parce que en fait, tous les chiffres, tous les indicateurs économiques sont mauvais. Le chiffre du chômage sont mauvais, la croissance c'est mauvais, la consommation c'est mauvais, donc après les voitures ce sera mauvais aussi. Et nous, notre point de vue d'observateur du marché, on a quand même des signaux qui nous font dire que tous les constructeurs ont du mal. Et ça on le voit notamment avec les remises et l'agressivité tarifaire de certains. Nous, on avait comme indicateur de la performance des offres, on se disait que quand on avait un loyer de 1% du prix de la voiture, c'était qu'une offre était très performante. Cet indicateur-là, avant le Covid, en fait, il y avait quelques voitures à moins de 1%, et après le Covid, c'était devenu rarissime. Le prix des voitures avait augmenté, les taux avaient augmenté. Pour que les gens aient un exemple concret, 1%, une voiture qui vaut 70 000 euros, 700 euros. Voilà. Après 70 000, c'est quand même cher, mais oui, une voiture 40 000 euros. Voilà. Et donc les voitures dont le loyer était de 1%, donc sur un contrat avec 15 000 km par an et sans apport, étaient devenues rarissimes. Et là, il y a à nouveau pas mal de voitures qui sont à 1%. Donc c'est quand même un indicateur qui nous montre qu'il y a une agressivité commerciale qui est forte. Nous, on voit les remises des constructeurs et des constructeurs, y compris des constructeurs allemands premium bien établis. On a des remises qui dépassent parfois les 20%, ce qui aurait été complètement inimaginable et sur des produits très forts. Ouais, il y a 2 ans, rappelle-toi, tu nous disais, tu n'avais pas l'ombre
Et quand on avait 10, on était content. Après, aujourd'hui, sur une Golf, par exemple, tu as plus de 20% de remise. Ce qui était, ou sur certaines BM, tu as plus de 20% de remise. Vous êtes professionnel, vous avez besoin d'acheter des voitures, c'est le moment d'aller voir Jean et PCA. Il est largement baissé. Il y a plus de 20%. Alors qu'il est mieux doté en équipement, qu'il est plus performant. Et tu me disais un offre aussi, tu as des trucs chez Tesla. En fait, pour rentrer un peu dans le détail, en gros, nous, on a deux manières d'optimiser les offres. Soit on va chercher le meilleur financement, soit on va essayer d'avoir des remises en plus par rapport à ce que toi tu pourras avoir. Et chez certains constructeurs qui faisaient zéro remise, en fait notre optimisation se limitait à chercher un financement plus performant que celui du constructeur. Chez un constructeur américain très connu qui faisait zéro remise, maintenant ils font de la remise. Donc on a accès, nous, avec des volumes, à des remises sur ce constructeur-là. Alors que c'était même contre-culturel chez eux. Ils expliquaient qu'eux, jamais ils feraient de remise, qui distribuaient les voitures différemment, qu'il y avait un prix qui était finalement clair pour tout le monde. Et en fait, même maintenant chez Tesla, il y a des remises. Donc ça prouve bien que en fait, les gens se démènent pour animer le marché, pour trouver des ventes. Et c'est pour moi un signe supplémentaire qui montre que le marché est compliqué. Tesla qui a vu ses ventes chuter. Oui, alors qu'il chutait pour plusieurs raisons. Comme on l'a dit plusieurs fois, il faut attendre le deuxième trimestre et la montée en puissance du nouveau modèle Y pour voir finalement l'impact réel de ce que fait Elon Musk sur les ventes. Mais, sans révéler des secrets, tout ça de coups de fil, j'ai eu Clément au téléphone et Antoine aussi, deux de tes principaux collaborateurs, et qui me disaient que la vague de chute des ventes de Tesla avait probablement atteint son point bas et que là, il repérait déjà de nouvelles commandes du modèle Y. Oui, après, fondamentalement, le produit reste très bon. Et il y a un point qui est important, c'est qu'il est… c'est un autre sujet d'ailleurs, c'est que l'ADEME donne des scores écologiques aux voitures. Et donc avant, les constructeurs soumettaient leurs voitures à l'ADEME parce que c'est ce qui déterminait le fait qu'elles pouvaient avoir un bonus écologique. Mais comme le bonus écologique était réservé aux voitures à moins de 47 000 €, finalement toutes les voitures chères en fait, ne passaient pas, les constructeurs ne s'embêtaient pas à faire passer l'éco-score ADEME. Il se trouve que maintenant, le fait d'avoir un bon éco-score ADEME, ça conditionne l'obtention d'une baisse de l'avantage de la nature. En gros, concrètement, quand tu… Tout devient compliqué. Écoute, oh la vache, si t'as pas fait Polytechnique pour acheter une voiture… Non mais c'est… Vas-y, pardon, vas-y, on va pas te couper. En gros, quand tu prends une voiture de fonction, tu as un équivalent salaire. En gros, on dit que tu as une voiture à 100, ça équivaut à 40 de salaire et donc toi, tu vas déclarer en fin d'année ça pour tes impôts. Il faut venir avec ta déclaration fiscale. Mais tant mieux pour toi, parce que toi, tu prémâches le travail pour tes clients, donc du coup, tu vas devenir bien, mais fiscal. Voilà, et en gros, entre une voiture qui a un éco-score et une voiture qui n'a pas d'éco-score, on faisait l'étude pour un client qui hésitait entre une berline pas éco-scorée et une berline éco-scorée qui coûtait à peu près 600 € par mois de loyer. L'impact pour lui fiscal en termes d'impôt, c'était 700 €. C'est-à-dire que s'il prenait la voiture éco-scorée, il faisait une économie d'impôt perçue de 700 € par rapport à la voiture non éco-scorée. Et donc ça veut dire que les constructeurs ont intérêt à faire éco-scorer les voitures parce que ça donne droit du coup à des avantages fiscaux. Et donc il y a embouteillage à l'ADEME pour avoir les éco-scores. Et ça a aussi des impacts finalement positifs parce que pour être éco-scoré, en gros, il faut avoir une batterie pas trop grosse et être produit en Europe. Donc il y a certaines voitures qui étaient produites hors d'Europe qui reviennent en Europe. C'est le cas de l'EX30 qui va être produite en Europe bientôt. Voilà. Regarde mes news. Et il y a certaines voitures, tu vois, certaines voitures, c'est un impact décisif. Par exemple, je sais que chez Audi, ils avaient est-ce que le Q6 va être éco-scoré ou pas? Apparemment, il ne va pas l'être. Du coup, pour eux, c'est assez emmerdant. Par rapport à une i4 qui, elle, est éco-scorée. Alors certes, l'i4 c'est une berline et le Q6 c'est un SUV, mais ça devient un enjeu majeur chez les constructeurs. Il y a du coup une course à l'éco-score et un des avantages de la Tesla Model Y, c'est qu'elle est éco-scorée. Et donc en plus d'être un très bon produit sur le marché, elle a un éco-score, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de SUV de ce gabarit-là à grosse batterie, ce qui donne un avantage concurrentiel très fort par rapport au marché et qui va sans doute contribuer au fait que cette voiture va bien se vendre parce que voilà, des voitures de ce prix-là, c'est quand même vendu à plus de la moitié à des professionnels. Volvo EX30, elle est rapatriée en production en Belgique, comme Jean l'a dit, parce qu'elle était fabriquée en Chine jusqu'ici. La Volvo EX30 est un modèle important pour Volvo, parce que c'est un modèle un peu moins cher que ce qu'ils ont dans la gamme. C'est censé être un volume maker, donc un faiseur de volume, excusez-moi de parler en franglais. Le lancement était pas mal, ils en ont vendu 78 000 exemplaires en Europe en 2024. C'était la 3e meilleure vente de voitures électriques, mine de rien. C'est plutôt pas mal. Et là, c'est rapatrié en Belgique, en espérant qu'elle soit éligible au bonus écologique. Pour le coup, on n'a pas encore la réponse de l'ADEME, si j'ai bien compris. Eux, ils avaient un doute parce que comme la batterie est produite en Chine, je crois qu'a priori, je pense qu'elle sera éco-scorée parce que si elle est produite pas trop loin, c'est quand même une voiture pas trop grosse, pas trop lourde.
a priori, elle coche toutes les cases pour avoir. Mais en fait, c'est une vraie usine à gaz pour le C40 et l'XC40 qui est à peu près en électrique, qui est à peu près le même schéma, elles sont éligibles. Donc j'ai envie de te dire qu'elles le passeront. Donc ouais, tout le monde croise. On croise Deuxième petite info, aujourd'hui les voitures de plus de 10 ans sont éligibles au contrôle technique une fois tous les 2 ans. La Commission européenne, pour aider l'automobile, comme en Europe on est assez nul en réglementation, on laisse tout le monde faire tout et n'importe quoi sans jamais intervenir, on se dit tiens, le marché se porte très bien. Voilà. Donc c'est bien de. Le marché se porte très bien, l'industrie, tout le monde fonce dans les concessions pour s'offrir 2-3 voitures par mois. Tout le monde se noie sous l'argent dans l'automobile, on se dit tiens, est-ce qu'on mettrait pas un peu plus de freins? Donc du coup le contrôle technique, au lieu de passer tous les 2 ans pour les voitures plus de 10 ans, passerait à 1 fois par an. Alors j'ai vu que la France était opposée. Ça. Voilà. Alors ça va être soumis au vote. Voilà, ce n'est pas encore passé, c'est en discussion. Mais c'est étonnant que certains réfléchissent à se dire on va contraindre encore davantage. Mais en fait, c'est là où ce qui est un peu compliqué, c'est même le permis de conduire, il y aurait. On a pris un tournant sur l'électrique qui n'est de base, il faut le rappeler, je ne suis pas du tout anti-électrique, mais de base, le passage à l'électrique n'est pas une demande client. C'est rare dans des marchés où on impose quelque chose qui ne part pas du client. Donc déjà, tu essayes de changer un marché important, qui est une industrie importante. Et là… Et en plus, tu orientes le marché vers quelque chose qui te fait perdre ton avantage concurrentiel. Exactement. Et donc du coup, et tu vois que ça ne se passe pas bien. Parce que les chiffres de l'électrique ne sont pas ceux attendus. Les chiffres globalement de l'automobile européenne ne sont pas bons, électrique ou thermique. Et tu sens que ton industrie commence à vaciller. C'est voilà, pas comme s'il y avait des… Et donc là, du coup, la news sur le contrôle technique, c'est peut-être pas forcément la news la plus en rapport. Mais tu dis, c'est le moment où il faut peut-être lever le pied sur la réglementation. Tu vois, essaye de donner des bouchées d'air et d'oxygène à tes constructeurs. Et de protéger ton continent. Ouais, voilà. Là, il faut protéger l'Europe. Et j'ai l'impression qu'ils font… Et puis tu as aussi un sujet social. Les voitures coûtent de plus en plus cher. Finalement, il y a plein de gens qui n'ont pas le choix que d'avoir des voitures d'occasion anciennes. Finalement, si ces voitures, tu les compteras encore plus. C'est comme là, on va faire l'essai tout à l'heure, que si Alain est bon, vous le verrez vendredi, du BMW X3. En plus, je ne vais pas taper spécialement sur BMW parce que c'est le même prix chez Mercedes, c'est les mêmes prix chez Audi. Le BMW X3 qu'on va essayer, 93 000 €. Et 5 000 € de malus au poids en plus. 93 000 €. Donc, ok, dans les loyers, toi, Jean, tu vas avoir une bonne offre. Donc, quand tu es une société, tu vas réussir à nous l'avoir à 700, 800 €, ce qui est par rapport au prix facile de la voiture. Mais le pire, c'est qu'à 93 000 €, tu te dis les bras t'en tombent parce que le prix est ultra cher. Mais à 93 000 €, à la limite, si BMW se gavait en disant ils font 20% de croissance, machin, extraordinaire mais et là, qui nous même permet pas. d'investir. En fait, l'Europe a tellement réglementé, il y a tellement d'aide à la conduite, il y a tellement de poids de batterie, les voitures deviennent de plus en plus grandes. Donc forcément, quand tu as une voiture qui s'allonge, tu as plus d'acier, tu as plus de… Et en fait, ça devient… Tu vois, moi, ça me tilte un peu, 93 000 € une X3, c'est la même chose chez Mercedes. C'est beaucoup. Bref. Émission un peu décousue, mais c'est pas très grave. On peut parler de jolies voitures. Oui. Puisqu'on parle un peu d'argent, ça va faire plaisir à Jean. BMW va lancer en série limitée à 50 exemplaires son Skytop. Alors qu'est-ce que c'est? Un cabriolet exposé au concours d'élégance, la Villa d'Este en Italie. Je crois que je l'ai vu très joli. Alors on parie sur 500 000 €, parce que les chiffres sont encore… il y a des grosses spéculations. Parce qu'ils avaient fait aussi une Z4 Shooting Brake, ils vont pas la faire, celle-là qui était magnifique. Celle-là, ils pourraient la faire dans l'eau, alors, ce serait pas mal, quoi. Suggère l'idée. En tout cas, le Skytop, donc 50 exemplaires, évidemment inspiré du fameux Z8, mais aussi de la 507 d'Elvis Presley. Elle aura un 4 litres 4, 625 chevaux, donc pour ceux qui aiment le vrombissement, ils seront aux anges. Un 0 à 100 en 3.3, 11,6 litres au 100, 264 grammes de CO2 par kilomètre. J'ai l'impression qu'on est plongé 10 ans en arrière. Bref, c'est une voiture fascinante, c'est une voiture d'emblée collector. Dans un monde qui s'électrifie, il y a aussi ces Joconde, ces Himalaya automobiles qui existent encore, mais en série très limitée. Si vous me permettez d'enchaîner tout de suite… un peu de Ferrari pour nous donner un peu de thermique? Exactement. Voilà. Alors, pour équilibrer un peu l'émission. Pour équilibrer, la 296 spéciale
elle aussi probablement autour des 500 000 €, avec une aéro beaucoup plus soignée que la 296 tout court, plus 20% d'appui à haute vitesse, soit 435 kg à 250 km/h, des ailerons aussi qui pourront jouer les aérofreins pour plaquer l'avant au sol, plaquer le freinage, moins 60 kg, elle atteint 1410 kg, et cette bombe qui existe en coupé ou en cabrio, un PHEV, signe des temps, Ouais, elle fait 140 grammes, un truc comme ça en CO2. On parlera pas de CO2. Non, mais un CO2, elle est bien. 880 chevaux, V6 biturbo, des bielles en titane, plus de 300 km/h, un 0 à 100 en moins de temps qu'il faut pour le dire, là en phrase. Bref, là aussi, il faut montrer patte blanche pour pouvoir la commander, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup probablement. Et puis un joli chèque d'un très bel, si tu payes, tu l'as pas. d'un très beau 2 pièces à Paris. Voilà. Non, mais ces voitures-là, pour les commander, il faut être client historique. Tu peux pas. Si demain tu arrives chez Ferrari, tu dis je la veux, il faut garde ton pédigré d'acheteur Ferrari avant, je pense. C'est généralement, oui, tu as une jolie liste d'attente. Bah, genre comme tu en as acheté 5, ça passe. Ouais, ou alors tu dis j'en prends 12, auquel cas ils te remettent un peu plus haut sur la pile. Je vous écoute. Genre, t'as une petite news Si, petite news, on passe à l'électrique. Petite news batterie chez BM, je sais pas pourquoi j'ai eu cette info-là. Il figure-toi qu'ils ont. Alors, je suis pas du tout très compétent en architecture électrique, donc je vais dire le truc d'une manière assurée, comme si je savais ce que c'est, mais en fait, pas du tout. Et ils ont changé les onduleurs des i5. Et du coup, tu gagnes 25 km d'autonomie. Donc voilà, la i5 qui était un onduleur. Ouais, et en fait, qui était assez, Tu devrais en changer 2. Ouais, je vais leur recommander. Appelle-les. Non, bref, On s'est réunis, on a fait un café d'e-commerce ingénieur. Vous n'avez pas les changer 10 onduleurs, vous auriez gagné 250 km. Mais bref, la voiture, elle est plutôt bien, en prix elle est intéressante et tout, mais en termes d'autonomie par rapport à ses concurrentes qui sont la Citroën et le QL était un peu en retard, donc elle compense une partie du retard. Et par rapport à ses concurrents, elle est dispo en touring aussi, ce qui est intéressant. Donc voilà, tu gagnes 30 km, tu dépasses les 600 km, donc voilà, pour une routière, ça commence à devenir cohérent. Dernière petite news, Jeff Bezos, patron d'Amazon, se lance dans l'automobile. C'est génial comme info. Je fais un peu putaclic. En fait, il y a une startup qui s'appelle Sled, dont elle est passée par son incubateur d'Amazon. C'est un des principaux actionnaires, mais la société n'est pas à lui. A présenté un pick-up 100% électrique à total contre-courant de ce qui se fait. Pas d'écran, comme tu viens de dire avec la Chine. C'est trop marrant de terminer comme ça. Pas d'écran, vitre manuelle. Vitre manuelle. Les vitres ne sont même pas électriques. C'est un petit pick-up, parce que c'est assez la mode aux États-Unis des pick-up. Mais c'est un pick-up assez petit, parce que c'est 4,44 m aux États-Unis, c'est pas grand-chose. Il y a énormément d'options. Tu peux le passer en SUV avec des rangées de place à l'arrière, le laisser juste en pick-up pour transporter. Tu as plein d'options sur la voiture. Ça sera un moteur de 103 chevaux. Tu as des petites batteries, donc pas beaucoup d'autonomie. 53 kWh pour 240 km d'autonomie. Quand tu vois la taille de batterie, l'autonomie, tu te dis qu'elle ne doit pas être très optimisée d'un point de vue efficience, parce que tu as même une grosse batterie de 84 kWh qui est plutôt une batterie conséquente et qui te donne que 390 km d'autonomie. Donc c'est pas donc ça fait une conso plus 100 km. À mon avis, ça ne doit pas être foufou. Puissance de recharge 120 kW, mais surtout le prix 25 000 $. Donc ça donne en équivalent 22 000 € tu sais, c'est chez toujours nous. la recherche de la voiture essentielle. Ouais. C'est pas con, c'est un peu Dacia, philosophie Dacia. C'est philosophie Dacia, tout le monde. La philosophie aussi reprise, héritée de la voiture à 5 000 € au début des années 2000. Enfin, chacun cherche évidemment sur un marché qui évolue tout le temps. Pas annoncé en Europe pour le moment. Début de fabrication 2026, ça reste une start-up, donc c'est pas un projet d'envergure. Le financement, j'ai l'impression de ce que j'ai regardé, on est en centaines de millions, donc c'est pas pour un constructeur, ça vous paraît beaucoup d'argent, mais c'est pas non plus des financements fous. Et première livraison fin 2026. Amuse-nous. Ouais, dernière question. Oui. Vous allez voir où je veux en venir. Alors si je vais commencer par là. En Écosse, ils viennent de découvrir, alors qu'ils étaient en construction pour un nouveau Golf, dans les Highlands, les fouilles, ils sont obligés de faire des fouilles, tu sais, et des archéologues tombent nez à nez avec une roue. Une roue d'un char très ancien. De quand date cette roue? 1983. Derrière cette question, c'est quelle est la plus vieille roue découverte sur la planète? 1750. Ah non, la roue c'est très... Parce que les Égyptiens n'avaient pas de roue. Mais sur les chars? Non, mais les Égyptiens n'avaient pas de roue. Moi-même, j'ai découvert ça avec cette info. Donc sur l'Empire romain, il y avait des roues.
C'est Les, quand les l'Empire Égyptiens, il est tombé en 476, je crois, l'Empire romain. Ah putain, je suis à l'ouest. Ouais, mais il est tombé, hein, parce qu'il Il est tombé, c'est moins 500 JC. On estime, mais il y aura probablement des professeurs d'histoire et de technologie qui nous écoutent et qui viendront nous préciser la question. L'invention de la roue, c'est entre, allez, 4000 et 6000 ans. C'est-à-dire qu'il y a des débats d'historiens là-dessus. Et là, en Écosse, on vient de trouver une roue qui a probablement 3000 ans. Ce qui devient la plus vieille roue authentifiée en Écosse. Et un peu dégonflé, Ouais. de la gonfler, Non, parce qu'on va et repartir les archéologues sont hyper surpris parce qu'ils se disent mais on n'imaginait pas que sur des terrains qui étaient aussi chaotiques, tu vois, et c'est une roue en bois ajourée. Donc ils disent mais elle a en plus tenu le coup. Et bref, ils étaient, ça fait évidemment les gros titres pour les historiens, mais je me disais tiens c'est marrant qu'à l'époque, donc la roue a plusieurs milliers d'années, et on vient de retrouver un vestige en Écosse où les voies n'étaient pas carrossables, où c'était chaotique, et c'était une roue de char, ce qui témoigne que les mecs justement, c'était pas simplement pour transporter des animaux, tirer par des animaux et mettre des matériaux, mais c'était justement quelque chose d'attelé. Voilà. Donc souvenons-nous, la roue c'est plusieurs milliers d'années, mais c'est en même temps ultra récent à l'échelle de l'humanité. Voilà. Et heureusement que les roues existent, parce que sinon il n'y aurait pas de sans-borne. Voilà. Et il n'y aurait pas d'automobile. Sur ces belles paroles, Voilà, c'est. on, Oh non, tiens, je suis après. Eh ben, je vois que ça a fait flop. Moi, je parle d'un truc qui fait gagner 20 km un onduleur et pas les roues de 3000 ans. on va essayer Ouais, on va essayer un BMW X3 tous les trois. Oui. Le petit commentaire de soutien, la bise à mamie, La plus et à très vieille roue vite. du monde, pardon, j'aurais dû vous le dire, c'est en Irak. D'accord. Voilà, c'est la Mésopotamie. Je peux lui demander qui. Tiens, tu peux l'inviter à dîner si tu veux. Une passion pour les roues. Voilà. À très vite. À bientôt. À bientôt les amis.